Bonjour Daniel Dorivoire, vous venez de publier Voyager avec les mineurs non accompagnés. Donc c'est un plaisir d'échanger avec vous. Et j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez écrit ce livre. Bon, en fait, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Premièrement, je peux dire que c'est un ouvrage que j'ai écrit pour les professionnels qui travaillent dans le champ de la protection de l'enfance, qui sont confrontés justement à cette patientèle mondialisée. Mais avant de revenir là-dessus, il faut que je dise aussi que c'est un ouvrage qui s'inscrit dans une suite de réflexions que je mène sur ce que j'appelle la clinique de la mondialité. Alors, en 2017, j'ai publié un premier ouvrage sur cette clinique de la mondialité, même si dans mes ouvrages antérieurs, j'avais commencé à esquisser un petit peu le modèle. Mais dans Clinique de la mondialité, j'ai posé les bases, les fondements de cette démarche-là. Et on pourra revenir là-dessus tout à l'heure. Mais j'ai voulu, dans cet ouvrage, proposer les bases épistémologiques d'une nouvelle démarche pour la prise en charge des patients dans le monde globalisé d'aujourd'hui. Alors, dans cet ouvrage, j'avais mis en évidence plusieurs chantiers, notamment les questions liées aux attentats, les questions liées aux migrations, les questions liées aux identités, etc. Et ce qui a fait que 2020, j'ai publié un autre ouvrage qui s'appelle Séisme identitaire, où j'ai développé la question de la crise migratoire comme étant une crise de soi. Dans cet ouvrage, j'ai parlé notamment, j'ai parlé des migrants en général, mais j'ai aussi parlé des mineurs non accompagnés, d'une manière, une réflexion un peu globale. Alors, il m'a semblé important d'aller un peu plus loin dans la réflexion, c'est-à-dire de m'intéresser justement aux professionnels qui travaillent auprès de ces mineurs. Donc, j'avais décidé d'écrire « Voyager avec les mineurs non accompagnés ». Pourquoi? Parce que ce sont des mineurs qui ont voyagé dans le temps et dans l'espace. Et quand ils rencontrent les professionnels dans la société d'accueil, dans les institutions d'accueil, ils les confrontent à une sorte de voyage aussi. Bon, déjà, un premier voyage, un voyage qu'on peut entendre dans le sens premier du terme, donc ils nous invitent en tant que professionnels, ces mineurs, à revisiter un petit peu leurs histoires, leur géographie, etc. Mais ce sont des jeunes aussi qui nous font voyager en nous-mêmes. Bon, dans notre jargon de clinicien, on va parler d'un voyage transférentiel, contre-transférentiel, etc. Donc j'ai voulu proposer un certain nombre de pistes pour la prise en charge de ces mineurs non accompagnés l'accompagnement de cette patientèle a plusieurs dimensions. Il y a forcément une dimension clinique, thérapeutique, une dimension sociologique, mais j'ai voulu insister sur la dimension géopolitique. Et qu'est-ce qu'il y a de différent entre les mineurs non accompagnés et les autres mineurs pris en charge dans la protection de l'enfance? Ouais. En fait, en tant que clinicien, je dis bien en tant que clinicien, il n'y a pas de différence. Pour moi, c'est des adolescents. J'accompagne des adolescents. J'ai une longue pratique dans la protection de l'enfance auprès d'autres mineurs. Donc là, les mineurs non accompagnés constituent une nouvelle patientèle pour moi. Donc, en tant que clinicien, il n'y a pas de différence, ce sont des adolescents. Par contre, au niveau de l'imaginaire sociétal, de l'imaginaire institutionnel, il y a une différence majeure. Parce que c'est déjà le fait de les appeler des mineurs non accompagnés, anciennement appelés mineurs isolés étrangers, ça leur donne un statut d'étranger, un statut de migrant qui empêche parfois les professionnels de les regarder comme étant des adolescents à protéger, à accompagner tout simplement. Déjà, par exemple, au niveau des financements, un mineur lambda de la protection de l'enfance est financé à hauteur de 150 € de prix de journée. Pendant qu'un mineur non accompagné, ça va être la moitié, voire le tiers.
Donc ça dit déjà la qualité du regard qui est porté sur eux. C'est là, je pense, qu'il y a un vrai travail à faire, et c'est aussi pour cela que j'ai voulu écrire cet ouvrage, pour dire aux professionnels, pour attirer l'attention des professionnels sur une sorte de marchandisation de la relation éducative. Hein? Alors, dans cet ouvrage, j'ai développé l'idée que ces mineurs sont très souvent considérés comme du bétail, parce que ce qu'il faut savoir, ces mineurs-là sont à cheval sur 3 politiques: la politique des flux migratoires, la politique de demande d'asile et la politique de la protection de l'enfance. Or, très souvent, ils sont surtout considérés, ils sont surtout pris dans la politique des flux migratoires. On gère des flux, on gère ces mineurs parfois comme s'il s'agissait du bétail. Mais dans la protection de l'enfance, une fois qu'on est dans la protection de l'enfance, une fois que le statut de mineur est reconnu pour ces jeunes, il faut qu'ils entrent mais pleinement dans la protection de l'enfance. Et dans la protection de l'enfance, il faut traiter les jeunes comme étant des êtres humains et pas comme du bétail. Et l'un des points, justement, que j'ai souligné dans cet ouvrage, c'est de montrer à quel point nos institutions sont frappées par une gestion capitaliste, justement, de ces mineurs en danger. Et c'est ce qui m'a amené notamment à développer ce que j'appelle le syndrome de l'Aquarius. Le syndrome de l'Aquarius qui fait référence justement à ce navire justement qui a tenté de porter secours à un certain nombre de jeunes, d'enfants et de familles en détresse. Et le syndrome de l'Aquarius, c'est la coexistence du système capitaliste et d'un système et d'une volonté beaucoup plus humaine, une vision, coexistence plutôt entre une vision capitaliste et une vision beaucoup plus humaine de cet accompagnement. C'est ce que j'appelle le syndrome de l'Aquarius, que j'ai développé dans cet ouvrage, mais qui avait déjà fait l'objet d'une réflexion dans l'ouvrage précédent sur le séisme identitaire. Sur le chemin, j'ai rencontré des jeunes garçons et des jeunes filles qui ont eu peur en haute mer, qui ont été humiliés dans les pays de transit, mais pleins d'espoir dans la société d'accueil. Même si en pleine digestion migratoire, la peur et l'humiliation leur sont encore offertes au pays de Molière. Sur le chemin, j'ai rencontré des éducateurs et des éducatrices investis, affectés, épuisés, mais motivés. Une part maman par-ci, une part papa par-là, ils retissent les liens généalogiques avec ces rejets de la mondialisation pour les ramener petit à petit à notre humanité commune. J'ai aussi rencontré des cadres, directeurs, chefs de service, pris, voire broyés, aveuglés parfois par la machine capitaliste, mais déterminés à leur façon, à leur rythme, à faire évoluer les pratiques auprès de ces rejetons de la mondialité. J'ai croisé des institutions en souffrance, déshumanisées, où le prix de journée est le prix à payer pour que le système les maintienne dans le marché des migrants. J'ai aperçu des travailleurs sociaux qui évaluent la minorité ou la majorité des survivants de la Méditerranée. Entre tests osseux et contrôle aux faciès, ils relaient la frontière de la protection de l'enfance. Éprouvés mais engagés, ils n'en dorment pas la nuit. J'ai entendu des politiques, j'ai écouté des journalistes rattrapés par nos héritages identitaires, mais traversés parfois par des moments de lucidité. Sur le chemin, j'ai vu des pages du Code noir de Colbert. Mince, elles n'ont toujours pas jauni. J'ai rencontré des bénévoles dont la fibre humaniste a transcendé ces idéologies rances encore actives au XXIe siècle. J'ai peint, j'ai chanté, dansé, joué de la guitare, j'ai même écrit avec des artistes. La mer est bleue. Dans les réunions, les couloirs, les entretiens, les médias, j'ai perçu les traces de Arthur de Gobineau, ainsi que celles de Anténor Firmin. Je me suis aventuré, le corps lourd, sur les premières, en me mettant au pas
aérien des secondes. De seconde en seconde, d'année en année, par petits bouts, j'avance dans la nuit. Sur le chemin, j'ai vu un monde en miettes et entrevu les semences d'un autre. Tels des grains de sable, les miettes intelligentes se mélangent aux semences créatrices pour les distraire. Sous l'empire du vent, les miettes s'effritent de plus en plus. Ressourcées par le souffle, les semences travaillent discrètement, lentement, sûrement, aidées par les galeries souterraines de la pensée. Elles préparent les printemps du monde. Je me réveille et me dis, il faut continuer le chemin, par petits bouts.